Imaginez, vous vous appelez Emmanuel Sokol, tout le monde vous appelle Manu, vous êtes directeur artistique dans une grande agence de communication et vous avez le frère de votre ex-petit ami qui veut devenir comédien. Ce petit jeune s'appelle Laurent Deutsch, oui vous avez bien compris, Laurent Deutsch, le comédien passionné d'histoire au pluriel. Et si à un moment vous vous perdez un petit peu de vue, la vie fait que vous redevenez de très très grands amis. Eh bien, à toute berzingue, c'est donc l'histoire d'amitié en vidéo de Manu qui court derrière Laurent, de Laurent qui raconte l'histoire des villes de France à fond la caisse, et de Cyril qu'on n'oublie pas qui est le monteur. Mais alors, comment ces trois mousquetaires font-ils pour produire leurs vidéos ? Eh bien, Manu et Laurent vont tout vous expliquer, et je n'en dis pas plus car je vous laisse écouter cet épisode absolument magique. Je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et pour ma part, j'ai connu Manu dans une agence il y a quelques années. Très très bonne écoute, en compagnie d'Emmanuel Sokol et de Laurent Deutsch, fondateur d'À toute berzingue Prod. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Manu. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien, je te remercie de m'accueillir au bureau de À toute berzingue. Alors aujourd'hui tu es seul, parce que grâce à Internet il y aura un certain Laurent Deutsch. Mais de qui s'agit-il ? Alors c'est un ancien comédien, un ancien acteur, voilà, qui a eu ses grandes heures de gloire dans plein de films, voilà, comme 3-0, comme Le ciel, les oiseaux et ta mère, etc., des comédies d'Antoinette par exemple, et voilà, et qui s'est petit à petit passionné pour l'histoire, et il a décidé de raconter un peu l'histoire de Paris, donc il a écrit un bouquin qui est ultra célèbre, qui a fait plusieurs millions de ventes, c'est pas mal, hein. 2009, Métro, c'est ça ? Ouais, le métronome. Et depuis, son dada, vraiment, c'est l'histoire. Donc, il travaille pour France 2 sur l'histoire, il travaille sur RTL sur l'histoire. Et puis, on a fondé une chaîne YouTube sur l'histoire des villes de France. Eh ben, félicitations, donc c'est À toute berzingue. Laurent va arriver grâce à Internet, grâce aux Internets que toi et moi connaissons bien, puisque nous nous sommes connus il y a quelques années. Fort longtemps chez Fisystem, où tu étais directeur artistique. Mais tu vois, j'ai d'emblée parlé de Laurent, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas là. C'est quand même extrêmement mal élevé, alors que c'est toi qui me reçois. Manu, est-ce que s'il te plaît... Je suis l'homme de l'ombre. Hein. L'homme de l'ombre, mais justement. Quand on se présente... je dis toujours, Laurent fait Laurent et moi je fais tout le reste. Écoute, tout est dit, mais alors justement, présente-toi, que l'homme de l'ombre sorte du placard, non pas vraiment, mais oui, que tu sortes. Je suis bien dans l'ombre en même temps, parce que la célébrité c'est compliqué à gérer quand même. Ah ben, c'est un métier, j'ai envie de te dire, mais alors... C'est plus qu'un métier, ouais. Peux-tu te présenter s'il te plaît pour nos auditrices et auditeurs ? Alors, je m'appelle Emmanuel Sokol, voilà, et j'ai un cursus... publicitaire avant tout, directeur artistique, directeur de création dans pas mal d'agences, les plus grosses de Paris. J'ai toujours été passionné par l'art, la vidéo, par la photo, etc. Donc tout ça mis côte à côte, toute cette expérience, ça m'a permis de créer avec Laurent la chaîne YouTube À toute berzingue. Parce que c'est de la photo, c'est de la vidéo, c'est de la direction artistique, c'est plein de choses, donc je m'occupe de tout ça. Et avec Laurent, on parcourt les villes de France. Alors ça c'est très très bien. Alors j'ai vu que vous étiez passé à Saint-Malo, j'ai étudié non loin à Rennes, j'ai même vu Marraine-Oléron. Ouais, qui vient de sortir. Exactement, ça m'a rappelé une vieille pub absolument abominable, Ce soir Marraine-Oléron. Oui. Qui était un classique, mais qui était ultra sexiste. Mais bon, les vieux boomers que nous sommes, nous en rappelons. C'était le bon vieux temps. Ou pas. Ou pas. Donc, tu es publicitaire comme moi. On s'est connus il y a 25 ans bientôt chez Fisystem, qui était une grosse agence web où tu étais directeur artistique senior. Puis après, tu as eu d'autres aventures, comme tu l'as dit, dans des agences. Donc, tu es un vrai communicant. Ouais. Et puis, il y a une bête de scène comme Laurent, qui est une espèce d'extraterrestre, extrêmement fidèle en amitié. Mais tu vas nous raconter cette histoire-là parce c'est extrêmement intéressant. Et puis, Laurent va nous la raconter, hein, tant que faire se peut. Mais il aura sa version... bien à lui, vous allez voir. Peut-être qu'elle sera plus soft que la tienne. Non. Mais en tout cas, Manu, est-ce que tu peux nous présenter À toute berzingue ? Tu l'as dit, ce sont des vidéos. À toute berzingue, je vais juste sortir les chiffres pour que tout le monde comprenne bien ce dont il retourne. Au-delà de Laurent Deutsch, au-delà de Manu Sokol, je vais t'appeler Manu pendant tout le podcast. Hein, j'ai l'habitude. Voilà, exactement. Donc, À toute berzingue, c'est une chaîne YouTube avec 185 000 abonnés.
Ouais, un peu plus maintenant même. Voilà, exactement. C'est 150 000 abonnés sur Instagram, via Laurent. Toujours sur TikTok, 93 000, donc on arrive aux 100 000 bientôt. Et puis Facebook, 90 000. Donc quelque part, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. On n'oublie pas ce bon vieux LinkedIn ou LinkedIn, comme on dit, qui te permet d'avoir du business, mais on va en discuter un tout petit peu plus tard. Mais comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que à toute berzingue, c'est du lourd. Et pas uniquement grâce à Laurent, qui est évidemment l'homme qu'on met en avant, parce que c'est un homme public, hein, tu le dis bien. Et il y a des hommes de l'ombre comme Manu. À toute berzingue, tu nous as présenté la maison, mais qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi le concept? Comment ça se passe? Ce sont des productions régulières. Explique-nous finalement les coulisses d'À toute berzingue, s'il te plaît, Manu. Il y a plusieurs coulisses, à vrai dire. Alors, l'histoire d'À toute berzingue, elle est assez simple. Ça fait un bout de temps. Alors, Laurent, je le connais depuis très très longtemps. Et ça faisait un bout de temps que je lui dis, Laurent, va sur les réseaux sociaux, va sur les réseaux sociaux. Il me dit, non, j'y vais pas, j'ai des mauvaises expériences, etc. Je dis, viens, on y va, mais on monte un truc sérieux, on monte un vrai programme, un truc qui tient la route. Et ça sera pas le réseau social de Laurent, ça sera le réseau social d'une émission, de quelque chose qui a un vrai contenu. Avec une territoire de marque, une plateforme, etc., et une direction artistique, etc. Et puis on y va. Et un jour, il m'appelle, il était à Orléans, il faisait une pièce de théâtre. Il me dit, Manu, viens, j'ai un studio, enfin, c'est un appartement 4 pièces, à vrai dire. Viens, tu t'installes avec moi, et puis on bosse sur le projet. On y va. On a du temps, parce que moi, je fais ma pièce le soir, etc. Le reste du temps, on peut mettre ça en place, on en discute, on crée le projet. Et puis, donc, c'était à Orléans, et c'est là qu'on a tourné le premier À toute berzingue. Comment tu as fait pendant ce mois et demi? Tu as vécu dans le fameux 4 pièces avec Laurent? Oui, ça a duré moins longtemps. Je suis pas resté un mois et demi, mais on est resté 2-3 semaines. On est parti sur plusieurs concepts différents. Le but du jeu, c'était de partir sur la narration des villes selon 5 chapitres différents. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et donc, c'est de raconter la ville sur ces 5 chapitres. Donc, on est parti sur les 5 doigts de la main, on est parti sur des choses comme ça. Et à un moment donné, je lui dis, ce qui serait sympa, c'est que dès que tu racontes un fait à un endroit, on va sur l'autre endroit en courant façon Bénil. Parce que moi, ça m'a toujours fait marrer de courir, de le voir courir à travers la ville. Donc, sans les filles et les médecins qui courent derrière avec le petit vieux chauve. Mais voilà. Et il m'a dit, ouais, super. Donc, on a fait des séquences accélérées qui vont d'un point à l'autre, etc. Et c'est comme ça qu'à toute berzingue est née. C'est-à-dire que on raconte l'histoire des villes. Laurent raconte l'histoire des villes en courant. Et ça correspondait à la frénésie un peu des réseaux sociaux, au fait d'avoir l'information rapidement, tout de suite. Voilà, ça correspond vraiment bien à comment étaient, en tout cas, consommés les réseaux sociaux à cette époque, sachant qu'entre-temps, ça a vachement changé. Et le Covid a fait tout muter, en fin de compte. Alors Laurent, tu confirmes que tout se fait à toute berzingue. J'ai ouï dire que tu courais environ, ou que tu marchais 30 km par épisode. Eh ben écoute Laurent, oui, je te confirme. En gros, c'est du 30 km entre la marche et la course. 30 km par ville, ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est vrai que quand, par exemple, on fait une ville comme Chinon, on marche peut-être un peu moins que quand on fait Marseille. Mais globalement, c'est ça. C'est entre 20 km et 30 km pour boucler un À toute berzingue. Merci à toi, Laurent. Manu, tu disais que les choses avaient énormément changé, que le Covid avait changé la donne. Alors, À toute berzingue, si je dis pas de bêtises, c'est 2018, c'est bien ça? Ouais. 2 ans après, le Covid nous tombe tous sur le coin de la figure. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en ces 2 années? La consommation de YouTube, par exemple. Les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient consommer YouTube de leur canapé. C'est-à-dire non plus de leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils étaient prédisposés à consommer plus de temps sur YouTube. Ils pouvaient, grâce au Smart TV, ils pouvaient enchaîner les différents programmes. Et ils pouvaient regarder, je sais pas, une critique de cinéma, la sortie d'un nouvel appareil photo ou un truc comme ça, qui dure 20 minutes. Avant, c'était 5 minutes parce qu'on décrochait. Et maintenant, c'est considéré presque comme une chaîne à part entière. Ce que j'allais dire, c'est limite comme de la télé. Oui. Ce qui veut dire que vos épisodes ont certainement dû évoluer en termes de durée. Exactement. Le premier, Orléans, même les 10 premiers font 6, 7, 8 minutes. Et maintenant, lorsqu'on fait un programme, il dure entre 15 et 20 minutes. Ouais. On est d'accord, alors ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un programme télé, comme tu peux le dire. Ouais. Parce qu'on n'est pas loin des 25 minutes, 25-26 minutes, le fameux format classique d'une série télé. Comment ça se passe très concrètement? Tu nous as dit qu'il y avait 5 chapitres qui sont chronologiques. Rappelle-moi, ça commence à l'Antiquité. Moyen-Âge, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance,
moderne et contemporaine. C'est du lourd. Alors, comment est-ce que vous préparez ça? On va passer la main à Laurent si tu n'y vois pas d'inconvénient, Manu. Comment ça se passe le travail d'écriture? En gros, maintenant, on a tout à disposition sur Internet. Donc, je me suis fabriqué une petite martingale où je commence par des choses très larges, comme par exemple Wikipédia. Et à partir de Wikipédia, je recroise, je recoupe, parce que sur Wikipédia, il y a vraiment à prendre et à laisser, quoi. Il y a vraiment des choses. Et je le sais ô combien que j'ai une propre fiche Wikipédia qui vraiment parfois dit des choses qui sont très imprécises, voire carrément fausses, quoi. Donc, faut un peu se méfier, mais c'est quand même un super outil, Wikipédia, qui permet de faire un premier plan à gros traits. Ensuite, je vais sur les sites locaux, qui sont souvent très, très bien faits, d'office de tourisme, de la mairie, des blogueurs locaux, des guides, des conférenciers. Donc, j'arrive très, très vite à trouver ce que je veux. Et là, ça précise un peu le propos. Et ensuite, je vais aussi sur la liste Mérimée, sur la liste du gouvernement, sur le patrimoine. Parce que souvent, le patrimoine classé, surtout pour ce qui est des vieilles choses, le patrimoine industriel, des vieux lavoirs, des vieilles usines, des vieilles fontaines, des bornes, des routes. Moi, je suis surtout passionné par les routes. Avant d'être passionné par les villes, j'étais passionné par les routes. Donc, sur ces listes-là, j'arrive à repérer une vieille borne royale, une borne milliaire, une borne romaine, un menhir. Voilà, toutes sortes de choses qui étaient le long des routes autrefois et que je me plais à retrouver parce que ça me parle beaucoup et ça raconte beaucoup de choses, plus qu'on ne le croit. Bon, ok, donc concrètement, c'est assez lourd. Félicitations, bravo. Manu, une fois que tout ça a été écrit, comment ça se passe en termes de prod? Parce que c'est bien d'écrire, d'avoir les scénarios, etc. Mais après, il faut tourner. Et là, que se passe-t-il? Alors, on a un process qui est relativement simple lorsqu'on arrive en ville. Notre premier réflexe, c'est de prendre rendez-vous avec l'office de tourisme, en tout cas avec des guides conférenciers, des historiennes de la ville, pour valider tout ce qu'a écrit Laurent. Donc on leur montre notre narration, le chapitrage, et eux valident. Alors Laurent arrive avec des questions en plus, parce qu'il y a des fois il y a des incertitudes, il y a des événements qui sont pas clairs, ou alors il y a des lieux peut-être qui restent un peu cachés. Des fois on a besoin d'accéder à un lieu qui est pas forcément ouvert à tous. Voilà, donc on met ça en place avec eux, etc. Et puis une fois que cette réunion est passée, c'est validé, et ben on commence à tourner assez simplement en fin de compte, parce qu'on a une régie technique qui n'en a que le mot. Je tourne à l'iPhone, j'ai un stabilisateur, j'ai des micros DJI, c'est-à-dire que tout tient dans la poche en fin de compte. Et on passe en mode furtif dans la ville. Parce que le problème avec Laurent, quand on se balade avec du gros matos par exemple, c'est qu'il est tout de suite repérable. Mais si on est en mode furtif, on peut tourner, il a tout dans la tête, on arrive, on tourne notre séquence. Des fois, on fait 1 ou 2 prises, des fois plus, ça dépend. Et puis voilà, c'est fait. En un quart d'heure, c'est torché. Je suis sans voix. Je ne m'attendais pas à ça. Déjà en termes de technique, donc t'es pas trop chargé, Manu. Hein. Non, je suis pas chargé. Je suis pas chargé, mais j'ai quand même le drone avec la licence qui va bien, etc. J'ai l'appareil photo. Enfin voilà, s'il faut faire des images un peu plus poussées, un peu plus, voilà, le drone m'y sert par exemple quand on est. Un exemple tout bête, quand on est en Antiquité, des fois on est sur un site archéologique et le site archéologique devient vraiment visible de haut du ciel. Donc voilà, le drone me sert à ça, à montrer comment est dessiné ce site archéologique. Mais c'est toi qui pilotes le drone? Oui. T'es devenu pilote de drone? Oui. Félicitations. Merci. Oh bah, bravo. Donc, Alpha Tango. Ah, bravo Papa Tango Charlie. Donc, finalement, tu as très peu de matos avec toi. Tu as quoi, un sac? Tout tient dans un sac. Ouais. J'ai des lumières aussi, voilà. Des batteries, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Bon, quelque chose de professionnel évidemment, parce que ça se voit et je vais évidemment mettre dans la métadescription le lien de la chaîne et des différents comptes, mais sincèrement, j'étais absolument sans voix parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y avait plusieurs caméras, qu'il y avait un matos de professionnel, et là donc un iPhone, quelques micros, des lights, bon, la bébête qui vole. Et finalement, vous vous déplacez à deux, tranquillou bilou, vous partez en bagnole ou... Non, on est à pied. On est à pied dans la ville. Parce qu'on doit tourner les séquences de course à pied. Voilà. Et des fois, faut aussi montrer la ville. Et le but du jeu, c'est de se dire que n'importe qui regarde la vidéo peut refaire le même chemin. Donc on tourne des séquences qui sont relativement logiques et homogènes si les gens veulent retrouver le chemin d'un point à un autre, par exemple. Ce qui veut dire qu'on est dans la réalité absolue, in situ, que finalement, c'est tourné en combien de temps un épisode? 3-4 jours. 3-4 jours tout de même, hein? Ouais.
Ok, donc c'est quand même assez lourd en termes de production, parce qu'il y a quand même beaucoup de rush, comme on dit. Ouais. C'est toi qui dérush tous les soirs. Non, je le fais après. Tu le fais a posteriori, d'accord. Et là, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Tu t'occupes du montage. Tu es devenu monteur aussi ou... Alors, le monteur, c'est le 3e larron de la bande, Cyril Renouvin. Eh ben, on le salue, Cyril. Ouais, voilà. Et c'est lui qui monte tout. Donc, Manu, si j'ai bien compris, lorsque vous tournez, vous n'avez pas énormément de matériel. Tu viens de le dire. Tout tient dans un sac. Oui, avec la technologie, maintenant, tout est petit. Ils font des micros qui sont hyper performants. Le stabilisateur, il tient dans la poche. Voilà, une caméra d'iPhone, c'est plutôt performant. Donc voilà, ça nous suffit largement. Pour être sur YouTube, en tout cas, ça nous suffit largement. Et combien de temps dure le tournage? C'est une journée? C'est plusieurs jours? 4 jours. 3-4 jours à peu près. 3-4 jours. Voilà, ça dépend. Après, quand on tourne, on est dans la rue, donc en mode un peu furtif, ninja. On sait qu'on doit aller à différents endroits de la ville. On y va à pied, on en profite pour tourner les séquences où Laurent court. Et ensuite, on arrive devant un camion de livraison, un marteau-piqueur, tous les trucs qui finissent en euse, perceuse, meuleuse, etc. Donc on se dit, on va attendre 14 heures, entre midi et 2 pour tourner. Il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus le camion de livraison. C'est la ville, en fin de compte, on est dans la ville. Donc on arrête de tourner là, et puis on va à un autre endroit, et puis on avance comme ça, petit à petit, quoi. Et si on regarde par exemple les derniers Atouts de Merzingue, on est dans la narration, entre 12 et 18 points de narration. 18 endroits. Tu viens de le dire, les bruits de la ville sont parfois pénibles, mais c'est une ville, c'est tout simplement la vie. Donc vous vous arrêtez, tranquillou bilou, et vous reprenez. C'est ça, on attend. Pas de stress. Non, zéro stress. Zéro stress, bon, ça se voit. Alors Laurent, justement, toi qui es un personnage public, un homme public depuis déjà un certain temps, est-ce qu'il t'arrive d'être parfois arrêté dans la rue? Est-ce que tu dois jouer la rockstar? Bah oui, évidemment, je suis quasiment systématiquement arrêté quand je me déplace, mais c'est inévitable. Je veux dire, je connais pas un acteur qui a pas envie d'être reconnu. On n'est pas comédien dans sa salle de bain, et quand on fait un métier de transmission, de passion, d'échange, automatiquement ça passe par un public qu'on a envie d'élargir. Parce que plus on a du public, et plus ça nous donne des ailes pour entamer d'autres projets. Voilà, des acteurs qui ne revendiquent pas le fait d'être populaires, j'en connais pas. Ou alors c'est Daniel Day-Lewis qui est parti cordonnier, quoi. Voilà, il y en a très très peu. Et ça fait plaisir, et on tourne jamais le dos à un sourire. Ça, c'est Jean Piat, un acteur de la Comédie Française, qui me disait ça autrefois. T'as pas le droit de tourner le dos à un sourire. Donc quand quelqu'un vient te voir, même si t'es pas de bonne humeur, même si t'es mal luné, même si t'es pressé, il faut au minimum décocher un sourire, expliquer qu'on n'est peut-être pas dans des conditions pour tailler le bout de gras pendant un quart d'heure, mais voilà, on ne dîne pas, et on dit jamais non à un sourire, à une main tendue. Et ça fait beaucoup plus de bien une main tendue qu'un poing fermé. Manu, tu confirmes tout ça? Ouais. Alors il y a ceux qui voient Laurent pendant qu'on est en train de filmer, et puis qui rentrent dans le champ, et puis qui demandent un autographe ou une photo ou un truc comme ça. Donc là, ça arrive, et puis il y a ceux qui attendent sagement derrière qu'on ait fini de tourner, et puis ils l'interpellent. Mais Laurent est toujours hyper open. Une fois que tout ça est dans la boîte, que se passe-t-il très concrètement? Le montage dure longtemps, parce qu'il y a quand même pas mal de rush. Au bout de combien de temps vous sortez un épisode? Ça dépend, on va dire, parce que on essaye de sortir un épisode toutes les 2-3 semaines à peu près. Donc on a une cadence de tournage qui, dans l'idéal, c'est 2 tournages par mois, sachant qu'en hiver, on en fait un peu moins. Et puis en été, on carbure un peu plus des fois. Et ensuite, une fois que le tournage est fini, moi, il me faut à peu près plusieurs jours, 3, 4, 5 jours pour dérusher. Donc je timecode, je mets tout dans l'ordre, je rajoute, je fais les recherches des pièces rapportées. Donc je vais sur Gallica, je vais sur des banques d'images, etc. Et je rajoute toutes les illustrations, tous les documents que l'on met des fois en illustration pendant la narration. Et ensuite, je fais le tout à Cyril, qui monte tout de main experte maintenant. Qui est donc le monteur entre guillemets officiel, mais c'est un véritable travail d'équipe. Ouais. Parce que Laurent intervient dans le montage, ou est-ce qu'il regarde les rushs? Comment ça se passe avec Laurent? Ouais. Alors une fois que Cyril a fait ses premiers montages, il les met sur une plateforme commune, et on regarde, et puis on corrige au fur et à mesure, on timecode, on dit à cet endroit-là, il faudrait couper un peu plus, ou accélérer un peu plus, etc., ou rajouter ça, etc. Bon, au final, c'est quand même extrêmement
simple, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller-retour inutile comme on a pu le connaître parfois avec des clients, rappelle-toi Manu, Oui. où tout le monde est en train de faire de donner son avis sur un truc qui n'a aucun intérêt. Donc là, c'est tripartite. Il faut quand même qu'on parle business, parce que à toute berzingue, c'est aussi un business. Ce n'est pas que l'amour de l'histoire, et Dieu sait s'il est grand chez Laurent, mais comment ça se passe de ce côté-là? Parce que vous allez dans des villes, vous racontez l'histoire de la ville. J'ai vu, comme je te le disais, Saint-Malo, entre autres, Marennes-Oléron, entre autres. Saint-Malo, il y a une petite apparition de Stéphane Bern qui est assez marrante. Alors écoute, je ne l'avais pas vu, honte à moi, je n'ai regardé que le début. Bravo. Ah bah oui, mais j'ai honte, j'irai le regarder et je mettrai évidemment, pour des raisons de cœur et des raisons d'études non loin à Rennes, je mettrai évidemment le lien de Saint-Malo. Mais je reviens à ça, il y a aussi un côté business. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, Manu, les choses? Parce que ce sont des villes, c'est de l'histoire, il y a Laurent, il y a toi, il y a Cyril. Explique-nous un petit peu, là encore une fois, les coulisses, mais plutôt côté business. Alors côté business, c'est assez simple. Déjà, ce qui a changé depuis quelques années, c'est que les gens redécouvrent la France. Donc ça, c'est nouveau. Avant, on voyageait, et depuis le Covid, les gens se sont dit, tiens, il y a peut-être des trucs sympas à voir en France. Et en plus de ça, c'est pas que de la carte postale, il y en a beaucoup qui veulent de la culture. Voilà, et qui sont passionnés par l'histoire. Il y a de plus en plus de chaînes d'histoire, il y a de plus en plus d'émissions de radio d'histoire, enfin de tout ce que tu veux, voilà. Et c'est vrai que l'histoire a vraiment, pour l'instant, a vraiment la cote. Donc, les gens, en plus, sont assez curieux de l'histoire de leur région ou de leur ville. Donc voilà, on vient répondre à ça, à cette curiosité, à cette demande aussi de la part des offices de tourisme, qui eux misent aussi, pas que sur la carte postale, mais ils misent aussi sur ce petit circuit touristique à faire dans une ville et qui raconte comment cette ville est née, voilà, de l'Antiquité à nos jours, à travers tous les monuments, tous les lieux emblématiques de la ville. Donc vous devenez des véritables créateurs de contenu, pardonne-moi l'expression, intelligents. Ouais. Il y a de l'histoire, la grande passion de Laurent. Ouais. Il y a de la géographie, évidemment. Ouais, bien sûr. Il y a de la culture, on vient de le dire. Finalement, on est en train de redécouvrir notre beau pays. Peut-être que le Covid aura au moins servi à ça. Bah ouais. Surtout que sur les stats, en fin de compte, quand on sort une ville, on s'aperçoit que à peu près 70% des gens qui ont regardé l'émission, c'est des gens qui sont dans la région, en tout cas. Des locaux, donc. Ouais, des locaux. Donc, qui ne connaissent pas l'histoire de leur ville ou qui la redécouvrent ou qui la connaissaient de façon un peu succincte. Et ça, on a plein de retours dans les commentaires qui nous disent « Merci beaucoup, grâce à vous, j'ai redécouvert l'histoire de ma ville, de ma région, etc. » Donc, c'est génial, on va faire le tour avec nos enfants. Des maîtresses qui nous disent « Je vais montrer ça à ma classe. » Voilà, des mairies qui montrent le programme à toute berzingue aux nouveaux arrivants de la ville, par exemple, lors d'un cocktail. Voilà, tu vois, il y a tout d'un seul coup une appropriation en tout cas de la ville et de sa culture et de son histoire à travers toute la vie en société. Vous vous attendiez à ça, sincèrement? Un peu, franchement un peu. Parce que on est parti d'un constat assez simple en fin de compte, c'est que les youtubeurs voyagent, font de la carte postale. On connaît les plus emblématiques, Bruno Maltor par exemple, qui fait beaucoup de cartes postales, extrêmement bien fichues, les plupart des prises de vue sont à tomber, c'est magnifique. Voilà, et c'est vrai que Bruno Maltor s'est replié sur la France pendant le Covid. Et il y a toujours cette carte postale qui est présente un peu partout sur YouTube, mais des chaînes d'histoire, il y en a, mais elles ne sont pas in situ. C'est des gens qui sont derrière leur bureau, derrière leur pupitre et qui racontent un fait historique. Le plus connu, c'est Nota Bene, donc qui est un des gros, une grosse locomotive en tout cas de tout ce qui est historique sur les réseaux sociaux. Ils se déplacent rarement et nous on s'est dit on va aller in situ, on va montrer les choses. Donc c'est un peu des fois un peu loquace, on entend comme je disais tout à l'heure la perceuse, on entend mais on est in situ, on est là. C'est-à-dire que quand Laurent montre un château, il montre un vieux tombeau, il montre une enceinte médiévale, une enceinte romaine, il est devant. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. Et ça crée un événement. Quand Laurent se déplace dans la ville pour tourner ça, la PQR est là pour faire des interviews, il y a des Instagrammeurs qui sont là, et voilà, il y a des influenceurs qui sont là, et les offices de tourisme qui prennent des images vidéo, qui font des photos, parce que nous on joue le jeu évidemment du buzz à fond. Laurent est là, c'est un événement, et en plus de ça, il vient raconter l'histoire de votre ville et il faut en parler. Par tous les médias, par tous les réseaux sociaux possibles. Tu viens de le dire, vous jouez le jeu. Ouais.
Ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les rockstars, tu sais, qui se la jouent un peu, je veux qu'on me foute un peu la paix parce que je viens de tourner. Oui, on entend des histoires pas sympas. Oui, il y a des crétins partout et c'est pas une histoire d'homme ou de femme ou d'âge ou de métier. Donc vous jouez le jeu à fond la caisse. Oui, Laurent est comme ça. C'est aussi un communicant, c'est quelqu'un qui aime partager. Surtout, il a une passion qu'il adore partager. Et il adore faire découvrir ça aux autres, raconter ça aux autres. C'est un raconteur d'histoire. Donc c'est vraiment sa passion et c'est ce pourquoi il vit. Et donc dès qu'il y a des gens qui sont là, qui sont disponibles pour l'écouter, ben il y va à fond. Bah écoute, félicitations à toi Laurent et félicitations Manu et félicitations finalement à toute l'équipe parce que c'est une toute petite équipe, 3 personnes. 3 personnes, ça suffit. Un triumvirat qui assure à Donf et bravo encore. J'ai une petite question. Aujourd'hui, qui c'est qui vous passe des commandes? J'imagine que ce sont des mairies, des offices du tourisme. Ça arrive de partout. On a un partenaire officiel qui nous aide depuis le début, qui s'appelle Histoire et Patrimoine, une grosse entreprise d'immobilier qui rachète, qui se récupère des bâtiments dont plus personne ne veut, parce que ça coûte trop cher à restaurer, des vieilles casernes, des vieux hôpitaux, des vieux châteaux, et des choses comme ça. Et il les réhabilite pour en faire des logements. Et donc on travaille de pair avec ces gens-là, qui sont extraordinaires, qui nous suivent vraiment depuis le début, qui croient au projet depuis le début. On va les saluer. Bien entendu. Et sinon, la plupart des commandes, c'est les offices de tourisme, c'est les mairies, c'est aussi la D2T. Donc la D2T, l'agencement du territoire, voilà pour tout ce qui est tourisme, etc. La culture et le tourisme. Puis de temps en temps aussi, c'est des achats privés aussi, des entreprises ou des choses comme ça. Manu, il faut bien qu'on parle argent. Tu sais bien que nous sommes en France. Vas-y. Tu nous as dit qui te passait les commandes, mais combien ça coûte très concrètement? Je sais que vous avez un barème qui est extrêmement clair, précis et c'est tout à fait transparent. Alors on s'est rendu compte au départ qu'en fin de compte, on s'est pas rendu compte, mais on s'est dit ça serait bien que les petites villes aient autant de chances de faire leur atout de berzingue que les grosses villes, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes budgets. Donc on a créé un système de barème qui correspond au nombre d'habitants de la ville commanditaire. Donc la ville va payer une somme proportionnelle au nombre d'habitants, tout simplement. Ce qui est tout à fait juste et je trouve ça très très sain. Voilà. Ok, on peut dire la fourchette? Ouais, on est entre 8 et 20 000, grosso modo, pour un atout de berzingue. Il y a aussi différentes formules, il y a l'événementiel, il y a un format qui s'appelle « Il n'y a pas moyen ». Voilà, par exemple, truc tout bête, lorsque on a fait Montbéliard, ils nous ont dit ça serait bien qu'on parle de tel ou tel village à côté de Montbéliard. On a fait il n'y a pas moyen. Donc, il n'y a pas moyen de passer à Montbéliard sans passer par BOM. Et puis, on raconte l'histoire de ce petit village magnifique, etc. Et puis, il y a aussi l'événementiel aussi. Par exemple, on travaille beaucoup avec le 77. Quand ils nous commandent une ville, ils font un événement, donc une projection en salle de l'atout de berzingue. Laurent est là, il répond à toutes les questions après avoir visionné le atout de berzingue. Et puis, il y a un petit débat pendant 1 heure, etc. Puis ensuite, un petit cocktail, etc. On l'a fait à Saint-Omer, par exemple. Ils ont loué le gros cinéma de Saint-Omer. Et là, il y a toutes les classes des collèges et des lycées de Saint-Omer qui sont venus voir le atout de berzingue Saint-Omer. Manu, j'ai 2 questions pour toi. Comment vous vous êtes connu avec Laurent? Parce que c'est quand même une histoire assez cocasse et c'est en fait une histoire qui ressemble à Laurent, qui est faite d'amitié. Ouais, on se dit même quand on parle de nous, on dit qu'on est frères. On dit c'est mon frère. Pas comme on l'entend frérot, machin truc, où tout le monde est frérot. Là, on est frères. D'ailleurs, on s'est connus, quand je l'ai connu, il avait 12 ans et je suis sorti avec sa sœur, figure-toi. C'est comme ça que je l'ai connu. Voilà. Donc ça s'est arrêté avec sa sœur. Voilà, Isa, je t'embrasse. Et par contre, avec Laurent, on a continué à se voir depuis toujours. Donc, j'ai suivi sa carrière progresser. Je l'ai un peu perdu de vue. Toute la période où il était dans le cinéma, etc., je l'ai un peu perdu de vue. Mais on s'appelait, de temps en temps, je venais le voir à des tournages, etc. Et puis ensuite, on a renoué en quelque sorte. On s'est vu un peu plus quand il s'est découvert cette passion pour l'histoire et cette envie de la raconter, en tout cas. Bon, c'est une très belle histoire d'amitié. Tu me disais qu'il y avait 3 types d'amitié chez Laurent. Ouais. À savoir le football. Ouais, il y a ses copains de foot, ses copains de sport, etc. L'école, évidemment. Ouais, ses copains d'enfance et d'école. Et puis toi, donc finalement. Et puis moi, qui suis un peu à part parce que je suis l'ex de sa sœur. Donc, Tu vois encore Isabelle? Ouais, on se voit. Oui, on s'entend super bien. C'est quand même mieux. Oui, c'est mieux. Ouais. Et puis surtout que vous avez fait vos vies séparément, en plus. Ouais. Chacun de votre côté. Bon, c'est super. Bon, j'ai maintenant une dernière question, messieurs. Tu commences évidemment, Manu.
qu'est-ce que tu kiffes le plus dans cette aventure à toute berzingue ? Alors, ce que je kiffe le plus, en fin de compte, c'est cet esprit bohème que j'ai toujours recherché. On s'appelle avec Laurent, on se dit putain Manu, il va faire beau à tel endroit la semaine prochaine. Viens, on a la commande à toute berzingue, on y va, on a un super soleil, on file. Et puis on dit ouais d'accord, ok, je passe te prendre en voiture, tout ça. Ou alors je prends les billets de train. Ok, bon on y va, bam. Et puis on se retrouve dans une ville, je prends des Airbnb, puis on prend contact avec la ville et puis on y va, on tourne. Il y a quelque chose d'hyper bohème qui peut être assez déstabilisant même pour les villes, qui sont très organisatrices, qui sont dans un process et puis ils nous voient débouler comme ça en une semaine de temps. Ils n'ont pas prévu le truc. Ils disent, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, on a l'habitude. C'est un peu surprenant notre façon de faire, mais le résultat est là en tout cas et tout se passe super bien en fin de compte. Donc cet esprit-là, sac à dos, on va dire. C'est ça que j'adore. Et Laurent, c'est mon frère. Donc on cohabite bien, on loue un truc à deux, on se retrouve en slibard à prendre notre café le matin. On se connaît parfaitement, on n'a pas besoin de se parler des fois pour lorsqu'on tourne un truc. Tout est hyper limpide, tout est tranquille. On n'a pas besoin de se raconter 100 milliards de choses, on se lie l'un l'autre, quoi. Donc tout va bien. Et vous vous connaissez depuis quelques années. Alors toi, Laurent, justement, je te pose la question, la même qu'à Manu. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans cette magnifique aventure à toute berzingue ? Eh ben Laurent, moi, ce que je kiffe le plus dans cette aventure à toute berzingue avec Manu, c'est que c'est une île au trésor de Stevenson à chaque coup, quoi. C'est-à-dire que on fait notre petit plan de bataille avec notre carte au trésor, notre carte au secret. On va retrouver des endroits. Il y a des fois des endroits où je suis jamais allé. Il y a plein d'endroits que je redécouvre. Alors là, au plus, ça fait fonctionner les souvenirs. Hein. On ouvre un petit peu la Madeleine de Proust et puis les paysages de l'enfance ou de moments passés, qu'on retrouve à l'occasion de cette odyssée à toute berzingue. Mais la plupart du temps, c'est des endroits qui me sont méconnus, voire inconnus. Et donc, on part en recherche avec Manu, à la recherche d'une plaque, d'un vieux vestige, d'une vieille enceinte, d'un vieux mur, d'une vieille usine, d'un vieil hôtel, d'un vieux champ de bataille, d'une croix, d'un calvaire. Toutes ces choses qui sont parfois perdues dans le lierre, perdues dans des feuillages, dans les herbes folles, et qu'on retrouve et qu'on fait ressusciter. Parce que le meilleur moyen de conserver notre patrimoine, c'est le but ultime d'À toute berzingue, c'est de témoigner et de faire qu'on soit de plus en plus nombreux à être les gardiens de notre sanctuaire, à être les gardiens de notre mémoire, qui est notre patrimoine de pierre, sur lequel s'est bâtie petit à petit notre histoire et notre géographie d'aujourd'hui. Voilà, comme Victor Hugo disait, nos monuments historiques sont la pierre sur laquelle est écrite notre histoire. Écoutez, messieurs, je tiens à vous remercier. Manu, merci encore une fois de m'avoir accueilli dans ces magnifiques bureaux, non loin de ceux de Maverick. 5 minutes à pied, j'ai trouvé ça formidable. Merci d'avoir aussi osé dévoiler les coulisses d'un tel succès qui se fait en toute simplicité, en toute modestie. C'est le but. C'est ce côté bohème, des bobos. Ouais. Non, pas Bobo, Bohème, le vrai. Voilà, donc. Celui d'Aznavour. C'est super, mon Dieu, mais que de références historiques. On salue évidemment le grand Charles qui a eu 100 ans en 2024. Chers auditrices, chers auditeurs, quand on vient d'entendre deux hommes formidables, un par Internet et un en vrai, Manu Sokol, c'est quoi au fait ton titre chez À toute berzingue ? T'es directeur général, directeur de la production ? Tu veux savoir ce qui a marqué sur ma carte de visite ? Bah ouais. Celui qui court derrière Laurent. Voilà. Bon, écoutez, quand on entend un homme qui court après Laurent Deutsch, quand on entend un Laurent Deutsch que vous connaissez, vous entendez sa voix partout, à la télé, à la radio, évidemment, dans les pubs, on ne citera pas la marque, évidemment, et puis vous le voyez sur les planches, et puis bon, bref, Laurent, tu es une véritable rockstar. Eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, qu'est-ce qu'on met d'autre ? On s'abonne au Décodeur de la communication, le meilleur podcast sur les métiers de la communication. Tu noteras ma modestie, Manu, tu as vu ? Ouais. J'ai noté. En te remerciant. Ciao, ciao.